Le point clé sur le plan médical, me semble-t-il, c'est la confusion qu'il y a dans la proposition de loi entre deux articles concernant la recherche sur l'embryon, débat depuis je ne sais combien de temps que nous avons dans notre pays. Alors, c'est normal qu'on ait ce débat, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est que je trouve qu'il y a une confusion et qu'il y a une contradiction entre l'article 2141.3.1 et l'article 2151.5. Qu'est-ce qu'on dit? Que la recherche dans le cadre de l'AMP sur des gamètes ou sur un embryon avant ou après transfert à des fins de gestation est autorisée. Donc on se dit, après transfert, on peut examiner l'embryon. C'est ce qu'on fait dans le diagnostic anténatal, mais là, du coup, on est dans le diagnostic préimplantatoire. Et puis, dans le 2151.5, aucune recherche ne peut être entreprise sans autorisation, mais surtout, c'est encore, pourquoi pas, les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation. Donc si on a fait une recherche, on ne peut pas les transférer. Et précédemment, on peut faire une analyse et une recherche sur les embryons après leur transfert. Donc il y a une confusion. Et je crois que la confusion, elle vient qu'on n'a pas ramené suffisamment la notion de recherche sur deux situations qui n'ont rien à voir. L'une, il y a un projet parental. Et les recherches médicales, scientifiques, qui peuvent être faites, s'inscrivent dans l'amélioration ou dans l'innovation de ce projet parental. Et l'autre, c'est une recherche qui peut être faite sans projet parental. Et en particulier vers les cellules souches, qui doivent être encadrées, tout à fait d'accord. Mais je dirais, on est quand même dans deux systèmes différents. Or, ce n'est pas précisé dans la loi, et ça me semble être le source de confusion. Alors, simplement, je vous rappelle qu'en 2011, quand la loi a autorisé la technique de vitrification, dont vous voyez bien qu'on ne parle plus aujourd'hui, la technique de vitrification de congélation des ovocytes, ça avait été un débat pendant 6 ans, puisque c'est 2005 la proposition de vitrification de nos amis japonais, et on a eu à se batailler. Pourquoi? Parce que c'était compris comme une recherche sur l'embryon. Donc on ne pouvait pas vitrifier des embryons puisque c'était la recherche et que la recherche était interdite. Donc si on ne précise pas précisément ce que l'on veut, on arrive à ces confusions et à ces blocages. Donc il me semble que, si vous voulez, dans ce cadre-là, il faut distinguer ce qui est une recherche, plutôt une innovation pour améliorer les choses, on va en discuter, de ce qui est une recherche sans projet parental. Alors, la question, elle est que 60% des embryons et 80% lorsqu'on est près de la quarantaine ou après, ne vont pas s'implanter. Ça, c'est les données statistiques incontournables. Donc, on est, en fonction de l'âge, confronté à une très mauvaise médecine et à des taux de succès qui sont bas. Est-ce que ça veut dire que nous avons les moyens de les changer? On cherche à améliorer, bien sûr, le taux de succès pour ces couples et ces femmes qui viennent. Mais une des notions qui nous semble importante et qui va se développer dans les années qui viennent, ça va être d'essayer de comprendre quelle est la potentialité de s'implanter d'un embryon. Ce n'est pas, et là il faut être là aussi très clair, ce n'est pas de connaître la couleur des cheveux, la couleur des yeux, le QI ou autre chose comme ça. C'est simplement, on sait que parmi tous les embryons que nous avons, et justement, on va dire pourquoi y a-t-il 200 000 embryons en France, alors que dans les cuves, alors que la majorité, 60% ou 80%, ne vont jamais s'implanter. Donc on pourrait faire un diagnostic et on ne le fait pas, parce que c'est interdit, recherche, etc. Est-ce que cela veut dire, premièrement, que cela va améliorer les taux de succès? Eh bien, paradoxalement, je vais vous répondre non. Ça ne va pas améliorer les taux de succès. Alors, on va dire, mais pourquoi est-ce que vous voulez faire cette technique si ça n'améliore pas les taux de succès? Parce que ça améliore le management de toute la fécondation in vitro. Parce que, pourquoi ça n'améliore pas le taux de succès? Parce que si on a 10 embryons et qu'il y en a 2 qui peuvent s'implanter, quels que soient les aléas de leur implantation d'ailleurs, ou 8 qui ne s'implantent pas, eh bien, je veux dire, de toute façon, on ne va pas changer les 8 qui ne s'implantent pas. On aura toujours les 2. Simplement, pourquoi transférer alors que ça va être un échec? Pourquoi transférer alors que ça va être une fausse couche? Pourquoi congeler ces embryons en faisant attendre et perdre du temps et perdre des années alors que ça ne va pas marcher? Donc c'est toute cette gestion, je dirais, ce management qui devrait être proposé. Est-ce que c'est proposé à tout le monde? Non. Ce n'est pas à proposer à tout le monde. Parce qu'on pense aujourd'hui qu'il y a des populations à risque.
pas tout le monde est à risque de ce pourcentage élevé. Par contre, bien sûr, l'âge en est un. Et là, je voudrais, en tous les cas, je tiens à votre disposition, puisqu'on a fait état des publications récentes. Il y a une publication récente qui date de septembre, là, et qui porte sur 700 embryons qui ont été randomisés, divisés en deux, et qui montre une chose, c'est que si on fait une analyse chromosomique des embryons avant de les remettre, eh bien avant 35 ans, ça n'apporte rien. Statistiquement, on ne gagne pas. Par contre, après 35 ans, ça apporte un avantage, c'est que effectivement, on ne va pas conserver, utiliser des embryons pour rien. Donc c'est ce point-là qui nous semble important de pouvoir analyser, en tous les cas, peut-être d'encadrer, enfin pas peut-être, mais sûrement encadrer en définissant les indications, en demandant peut-être une déclaration, voire une autorisation, mais plutôt, je serais plutôt partisan d'une déclaration de ce genre de procédé. Et ensuite, qu'est-ce qu'on recherche? Donc pas à tout le monde, transparence, mais qu'est-ce qu'on recherche? On ne recherche pas le sexe. On ne recherche pas une prédisposition pour telle ou telle maladie. Ce n'est pas l'objectif, là. L'objectif, il est d'essayer d'éviter des échecs répétés et des déceptions. Et j'ai envie de dire, à une période où l'actualité est très présente sur le féminicide et autres atteintes aux droits des femmes, que pour moi, c'est une violence faite aux femmes. C'est une violence faite aux femmes et aux couples lorsque nous sommes en train de faire un transfert d'un embryon alors que c'est la 4e tentative et que nous n'avons aucune notion, alors qu'on pourrait l'avoir, du diagnostic et de ce qu'on lui propose. Et je trouve que ça mérite une réflexion, en tous les cas, c'est comme ça que je le ressens. C'est une violence psychique, c'est une violence physique, c'est une violence économique. Alors, on est, en fin de compte, dans cette approche de la compréhension de ce que c'est qu'un embryon. Il y a un mot qui a été prononcé, d'ailleurs, y compris par notre ministre de tutelle, qui est l'eugénisme. Et je pense que c'est important quand même qu'on reste une seconde sur ce thème-là qui nous prend tous, je dirais, parce que quand même, qui parmi les 200 médecins et biologistes qui sont pour cette proposition-là, encadrée encore une fois sur une population particulière et pour des recherches particulières, qui serait pour l'eugénisme? Encore faut-il s'entendre sur ce que veut dire ce mot. L'eugénisme, c'est quand même une définition qui va essayer d'isoler volontairement et obligatoirement une population par ses caractéristiques. Donc c'est quand même une notion très importante, c'est améliorer le patrimoine génétique d'un groupe humain en limitant la reproduction des individus porteurs de caractères défavorables. Alors, on peut discuter bien entendu de cela, mais c'est quand même ça la définition de l'eugénisme. Est-ce que de pratiquer cette analyse embryonnaire qui aujourd'hui est surtout chromosomique, mais demain sera plus métabolique sur les mitochondries, sur le métabolome, tout un tas de notions qui vont caractériser le potentiel de développement de l'embryon? Je ne le pense pas. Et je pense qu'il faut qu'on voit comment a évolué en France le diagnostic anténatal. Parce que les risques d'eugénisme, sur 800 000 femmes qui ont le statut de leur embryon au 3e mois de grossesse, on pourrait dire, là, attention, on approche peut-être de quelque chose. Alors que là, on va se trouver à certaines catégories de couples qui sont dans le cadre d'une procréation médicalement assistée. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans le diagnostic anténatal? On n'a pas décidé d'arrêter les échographies et la prise de sang qui permettent de savoir s'il y a un risque ou pas d'anomalie. On l'a encadré. Et on l'a encadré de quelle façon? En créant, il y a 48 centres pluridisciplinaires de médecine anténatale dans notre pays, qui fait que toute demande d'interrogation, oui, absolument, nous sommes tous embarqués dans cette histoire depuis le temps, et il y a effectivement quelque chose qui permet de demander un avis. Rappelez-vous, au moment où cela a été fait, les oppositions qu'il y avait. Et aujourd'hui, des années plus tard, le point central, à mes yeux, n'est pas suffisamment mis en valeur. Le point central, c'est quoi? Eh bien, c'est que sur 700 000 femmes, 700, 800 000, qui peuvent bénéficier de la connaissance de leur statut embryonnaire, d'abord, il y en a un certain nombre qui le refusent, puisque c'est une proposition et ce n'est pas une obligation. Elles peuvent même aller jusqu'à la myosynthèse
sur leurs conseils, mais ce n'est pas parce qu'une amniosynthèse est anormale qu'elles, automatiquement, elles acceptent l'interruption médicale de grossesse. Et je disais qu'il y a un point qui n'est pas suffisamment connu, et j'ai pris des notes pour 2016 en particulier. Il y a eu 7000 demandes aux médecins, au groupement médecins pluridisciplinaires, pour savoir si les médecins jugeaient que la demande d'interruption, puisqu'on parle de ça, était licite ou pas. Et en fait, il y a eu 120 refus de la part des médecins de considérer que c'était justifié, mais surtout, il y a eu 1200 avis qui étaient acceptables pour l'équipe médicale et qui n'ont pas été appliqués par les couples. Et ça, je trouve que cet espace de liberté, il faut le valoriser, parce qu'il ne s'agit pas de gommer l'altérité, de gommer la possibilité d'un handicap, de ne pas faire tout ce qu'il faut pour l'accueil d'un enfant qui n'ait pas toutes les compétences. Mais nous ne sommes pas dans cette situation-là aujourd'hui. Dans le point que nous discutons, c'est qu'il ne s'agit pas de l'accueil d'un enfant, puisqu'il ne va pas s'implanter. Donc on n'est pas du tout dans cette notion-là. Alors, bien entendu, il y a toujours des zones un peu grises. Je veux dire par là que si on fait un diagnostic chromosomique, par exemple, on peut connaître le sexe. Donc, est-ce que c'est justifié de connaître le sexe? La réponse médicale, elle est non. Mais, bien sûr, comme nos collègues canadiens, ils n'ont pas le droit, les biologistes n'ont pas le droit de donner le résultat du sexe, car ça n'entre pas en ligne de compte. Que faire s'il y a une anomalie, une trisomie 21? La règle aujourd'hui, c'est que s'il y a une anomalie trisomie 21, eh bien, je dirais, et qu'on a fait le diagnostic, on ne change rien. C'est-à-dire que la femme va avoir 3 mois après une décision à faire si elle continue la grossesse ou pas. On ne l'a pas cherché, mais on l'aura 3 mois après. Je pense que là aussi, c'est une information à donner, libre choix. Enfin, moi, en tant que médecin, si j'avais quelqu'un qui me dit, écoutez, je sais que cet embryon, c'est le seul que j'ai, il est trisomique 21, je connais tout sur la trisomie 21 et je souhaite que vous le réimplantiez, je réimplante. Je ne vois pas de quel droit je jugerais autrement. Mais à l'inverse, si informé de cette situation, le couple dit « moi je ne veux pas procéder à une réimplantation », je ne réimplante pas.